Salut Jonathan, Salut, tu vas bien? super et toi? Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast. L'idée c'est donc Zakadi, l'idée c'est qu'on parle un petit peu d'engagement, de bonheur et tout ce que tu as à nous partager, un petit peu tes leçons de vie pour en faire partager d'autres personnes. Déjà j'ai envie qu'on reparle un petit peu de ton enfance. Comment était le petit Jonathan quand il avait entre 5 et 10 ans au début? Déjà merci de m'inviter, Bah, je avec suis ravi plaisir. d'être avec toi vraiment. Faudrait inviter ma mère presque pour avoir la bonne réponse. J'étais un enfant hyper actif. Ouais. Ouais, je bougeais dans tous les sens tout le temps. Je faisais tout en courant d'ailleurs. À chaque fois que mon père me demandait un truc, je faisais tout en courant. Et j'ai eu une enfance pas tout à fait douce, mais pas non plus dans trop de souffrance. C'est une enfance qui m'a forgé et qui a forgé celui que je suis devenu. Et je crois que dans cette enfance, sans rentrer trop dans le détail, je crois que j'ai nourri beaucoup de force pendant cette enfance. Et du coup, tu dis, pour la personne que je suis devenue, si là maintenant tu devais te présenter, qu'est-ce qui te caractériserait? Alors, qu'est-ce qui me caractériserait? Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est de dire que je suis devenu le papa d'un petit Achille il y a 2 ans et qu'avec Aurore, mon épouse, on a mis 8 ans à l'avoir. Je crois que ça, c'est le plus grand bonheur de ma vie, vraiment. Ça, c'est la première chose qui me caractérise. Tous les parents disent ça, je trouvais ça hyper chiant avant, mais en fait, je suis obligé de le dire aujourd'hui. Je suis aussi devenu un professionnel engagé, puisque je travaille dans un groupe qui est le premier groupe d'inclusion en France. Et j'arrive à faire rimer professionnel et personnel dans l'alignement de mes valeurs. Ça, c'est formidable. Puis, je suis un mari très heureux, puisque j'ai la chance d'être accompagné sans doute de mon âme sœur. Donc, j'ai beaucoup de chance. Voilà, je pense que je suis un vrai chanceux. J'ai une vraie bonne étoile. J'ai beaucoup de chance, Et vraiment. tu l'as toujours eu cette bonne étoile, tu penses? Ouais, je crois. Ok. En fait, il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est le sentiment de gratitude. C'est-à-dire que je passe pas une journée sans remercier un créateur potentiel de tout ce que j'ai. Et concrètement, tu le matérialises comment? Tu te l'écris sur un papier, tu te le dis à toi-même? Tous les jours, je me le dis à moi-même, tous les soirs. Et même si j'ai des journées très difficiles, je me dis « Waouh, mais j'ai une chance incroyable ». Et je trouve que se rappeler la chance qu'on a aussi tout le temps, c'est fondamental. Ce sentiment de gratitude, ce principe de gratitude, moi, je l'ai toujours cultivé. Et ça m'a porté, et je crois que c'est aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. Et encore aujourd'hui, je le fais. Et tu as quand même eu des moments difficiles dans ta vie. Ouais. Et comment tu arrives à trouver le positif? Enfin, là, je pense notamment, on en reviendra après, mais tu as eu un accident compliqué avec Aurore. Ouais. Et du coup, comment tu arrives à trouver le positif quand tu vis quelque chose d'aussi compliqué? Peut-être on peut revenir rapidement sur ce qui s'est passé pour… Ouais, bien sûr. En fait, on a eu un accident de voiture pendant le tournage de Pékin Express. Je pense que majoritairement, d'ailleurs, les gens te connaissent par… Ouais, je pense qu'ils me connaissent Après, plus. ils peuvent peut-être te connaître par Vitamine T. Sans doute certains uniquement par Vitamine, mais je crois essentiellement par Pékin, parce qu'on a tourné plusieurs fois pour l'émission. Et en fait, pendant notre saison, ce qui est jamais arrivé en fait auparavant, c'est qu'on a eu un accident de voiture très grave, puisqu'il y a quand même une personne qui est décédée pendant l'accident. Et moi, en fait, juste après le choc, c'est vraiment un tournant de ma vie, cet événement. Après le choc, je me retourne vers ma femme et la première chose que je vois, c'est ma femme avec le crâne ouvert en deux, de là jusque là. Donc là, je réagis, etc. Et en fait, il y a un truc que j'ai partagé avec un copain il n'y a pas longtemps, c'est que à ce moment-là, j'ai l'impression que toute ma vie a défilé parce que j'ai envisagé le pire pour ma femme. Et je disais à cet ami, à aucun moment je me suis dit « Ouah, j'ai passé une réunion au boulot le 6 janvier 2023, c'était extraordinaire, ou 2015, ou peu importe. » À aucun moment ça m'a… Et en fait, je crois que ces événements de vie, ils te rappellent aussi à quel point les gens que tu aimes, tes essentiels, il ne faut jamais les oublier, quoi. Ok. On va revenir après sur ça. Donc, tu nous as parlé du Jonathan plus jeune. Et ça a été quoi un petit peu ton parcours plus professionnel? Parce que tu as bossé chez Coca, donc tu as fait quoi comme études et tout avant? Ouais. Pour arriver à Pékin Express, comment on se dit, tiens, je vais faire mon taf et en même temps je vais partir. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes premières années professionnelles et ton parcours? Alors, moi, T'as pas voulu toujours travailler dans l'insertion? Non. Ok. Non, en fait, je ne pensais pas travailler dans l'insertion un jour. En même temps, je te dis ça, je suis marié avec une assistante sociale. Donc peut-être qu'elle m'a peut-être influencé parce qu'elle est assistante sociale de formation, Aurore. En fait, moi, j'ai arrêté mes études en licence. Ok. Le milieu était plutôt modeste. On n'avait pas forcément des moyens fous. Enfin, mes parents n'avaient pas des moyens fous. Donc c'était compliqué de financer des études supérieures. Et ça a nourri un truc qui m'a porté aujourd'hui. Donc en sortie de licence, j'ai commencé à bosser.
j'étais en alternance chez Leroy Merlin. Ensuite, je suis parti chez Wurt France. J'étais un commercial avec une Clio Campus. J'étais très heureux d'avoir une vieille Clio. À l'arrière, c'était le bureau. Je suis passé par Coca-Cola. J'ai pas fait longtemps chez Coca parce que Qu'est-ce qui t'a intéressé chez Coca-Cola? Parce qu'on est quand même sur un grand écart ouais, entre là, Vitamine et Coca-Cola. C'est mon côté Jean-Claude Van Damme, ça. J'ai fait un écart extraordinaire. En fait, c'est juste, ce qui s'est passé, c'est l'ego qui a été touché pour aller bosser chez Coca. Parce que j'ai un ancien collègue de chez Wurt qui m'a dit « Ouais, j'ai tenté de rentrer chez Coca, ils m'ont refoulé, mais vraiment comme une merde, quoi. » Et je me suis dit « Je vais essayer, en fait. » Ok. Et pourquoi tu te sentais en rivalité avec cette personne? Non, pas du tout. Mais je me suis dit, si lui, il n'a pas réussi, bon, je vais y arriver, quoi. Donc, c'est juste ce goût du challenge qui m'a d'ailleurs souvent porté. Je me suis dit, je vais essayer. Et puis, c'est vrai qu'en tout cas, à l'époque, c'était une boîte Great Place to Work. C'était quand? Mon Dieu. Je pense que c'était il y a un peu plus de 10 ans, quand même. Okay. Ouais. Donc, c'était une belle boîte. C'est une boîte où il fallait être. Sauf que c'est une boîte dans laquelle tout était très normé. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de normé. Tu es resté 1 an? 1 an. À quel poste? J'étais en fait ce qu'ils appelaient un chef de secteur. Donc j'avais plusieurs supermarchés, hypermarchés et je devais développer les volumes de vente sur les marques distribuées par Coca-Cola. Et qu'est-ce que tu ressentais pour te dire « Ah non, je ne suis pas aligné et j'ai besoin de bouger » ? Il y a un point qui m'avait alerté quand je suis arrivé, c'est qu'en fait ils m'ont remis un petit livret et ils m'ont dit Jonathan, ça c'est la Bible Coca-Cola, il faut la lire et la respecter. Moi déjà ça c'est un truc qui m'interpelle. Il n'y a pas de Bible chez Vitamine? Non, il n'y a pas de Bible chez Vitamine, non, Dieu merci. Et en fait je me sentais pas bien, pourquoi? Parce que typiquement, alors c'est une boîte qui est extrêmement processée, qui est très puissante, très efficace, excellente école. Mais moi, c'était pas aligné avec mon besoin. C'est-à-dire que, par exemple, si tu menais de grandes opérations et si tu inversais le Fanta et le Sprite, tu n'étais plus on va dire, dans le standard marketing. T'avais beau faire, je sais pas moi, 50, 60 palettes de mise en avant. Bon, tu avais inversé le Fanta et le Sprite, quoi. Ok, d'accord, ouais, voilà. Je vois un petit peu l'idée. Et du coup, qu'est-ce qui t'a dit « Ah non, j'en peux plus, j'ai envie de bouger » ? En fait, j'étais en voyage performeur, parce qu'à l'époque, je faisais partie des performeurs chez Coca. Ils nous avaient privatisé une plage, j'étais parti au Portugal, c'était un très beau souvenir. Puis je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi ça. Il faut que je parte, il faut que je puisse exprimer ce côté commerçant, un peu entrepreneur que mes parents m'ont laissé, parce que mes parents, ils avaient une petite boucherie. Donc en fait, j'avais besoin d'exprimer ça et de retrouver de la liberté. Et donc après Coca, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après Coca, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé un job dans une boîte qui distribuait des produits d'aménagement extérieur. Ouais. Donc là, en fait, j'étais chef de secteur sur quelques départements et je distribuais des produits de bois extérieur chez Casto, Leroy, les GSB, les jardineries. Et là, je me suis éclaté parce que pour le coup, je suis passé de Coca hyper normé à une boîte où, en gros, c'était une PME. Vas-y, Jonathan, montre-nous que c'est possible, quoi, et que tu vas y arriver. Là, c'était vraiment l'autoroute extraordinaire pour s'exprimer, quoi. Ok, et du coup, tu es resté là-bas plusieurs temps? Je suis resté 5 ans. Ok. J'ai évolué chef de secteur, j'ai managé des équipes, etc. Et puis après, il y a eu un rachat de la boîte. Enfin, en tout cas, une bonne partie des fonds avait été rachetés en partie. Un des actionnaires avait changé, puis la boîte avait un peu changé. Puis je crois que j'avais besoin de changement aussi, tout simplement. Okay. Donc de là, je suis parti chez Adecco pour me rapprocher progressivement de l'humain et après arriver chez Vitamine. Où j'ai Donc, fait. Tu avais déjà ça, malgré, avant l'accident, tu avais déjà cette volonté de quand même te dire j'ai envie d'avoir plus d'humain dans mon côté professionnel? Je crois que j'ai toujours voulu avoir au fond un peu d'impact. Oui. C'est-à-dire que typiquement, je te parle de ça, quand j'ai arrêté mes études, je me suis dit, ouais, c'est pas juste. Et moi, j'avais nourri un truc, c'est que je voulais délivrer aussi des cours à la fac parce que je trouvais que c'était peut-être important aussi que moi, je puisse délivrer des cours à la fac, de partager ce que je savais, de partager mon expérience, de vivre des choses avec les gens, en fait. Ça a toujours été très profond chez moi. Et finalement, je l'ai nourri progressivement, je l'ai conservé. J'avais besoin de ça. Et je crois que l'humain, en tout cas la relation, ça fait partie de ce que je suis aussi. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une petite boucherie où tu vois passer toujours des clients, un sourire, un bonjour, savoir comment vont les gens, les choses simples de la relation. D'ailleurs, je trouve que le terme commerçant est très noble. Ça, en fait, j'en avais besoin. J'avais besoin de retrouver de la relation très forte. Okay. Et donc, et d'ailleurs, en t'entendant, il y a des choses qui te révoltent actuellement, un petit peu, où tu sens une révolte à ce moment-là ou dans la société? Aujourd'hui? Ouais. Ouais, des choses qui me révoltent, il y en a plein. Ouais. Je pense qu'il faut. D'ailleurs, c'est important de s'indigner. Moi, je m'indigne encore souvent. Il y a beaucoup d'inégalités. Enfin, si moi, déjà aujourd'hui,
En tant que salarié chez Vitamine, je peux dire quoi? Qu'il y a des tas de choses qui me révoltent. Les inégalités face au travail. T'as des stats un peu sur ça Enfin, moi, je m'y connais peut-être moins que toi, mais tu as des chiffres très concrets sur les inégalités au travail? Elles sont multiples, les inégalités au travail. C'est difficile de les donner sur une stat propre, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent s'insurger face à l'immigration, mais il y a quand même une immigration qui est climatique et qui est grandissante et qui parfois est nécessaire aussi pour certains pays et qui crée chez nous des parcours extraordinaires. Donc en fait, je pense que c'est la méconnaissance qui crée la défiance aussi. Et ça peut un peu me révolter évidemment, parce que moi les parcours je les vois tous les jours, je les trouve très beaux. Aussi le manque de tolérance des gens, c'est-à-dire que moi dans l'insertion typiquement, dès qu'on arrive avec certaines de nos structures, parce qu'on parle d'inclusion mais très vite on revient à l'insertion, on nous parle du terme insertion dans la sémantique. Dès qu'on parle d'insertion, il y a tout de suite des blocages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font 2 pas de retrait. Tu penses que c'est des blocages mentaux Ouais. par rapport à ce qu'on ne connaît pas? Ouais, c'est de la méconnaissance pour moi parce que la majorité des gens qu'on va aborder, les prospects vont dire finalement, si on parle d'insertion, c'est des repris de justice. Sauf qu'en fait, finalement, ne serait-ce que chez Vitamine, il y a 1% de salariés qui sont des gens qui sont issus des SPIP. Donc, oui. Attends, pour préciser exactement le mot, les SPIP. Je sais pas ce que c'est. C'est service pénitentiaire d'insertion et de probation, je crois. Ok, ça marche. Ok. Et donc pour revenir avant, tu as quand même ce besoin d'humain, tu arrives chez Adecco, c'est à ce moment-là que tu décides de faire l'émission dans cette période de vie-là? En fait, c'est chez Adecco que je me décide de faire Pékin. Okay. Enfin, c'est pas moi qui me décide, c'est vraiment Aurore. C'est-à-dire qu'en fait, elle a postulé, elle t'a tenu au courant ou pas du tout? Ouais, elle m'a tenu au courant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on est à la maison un dimanche. Elle a toujours été hyper fan du programme. Ok. Et elle me demande de faire une vidéo. Je lui dis non et tout, c'est pas possible. Je regardais un truc vraiment de mec, la Canal Football Club. Et à la pub, je lui dis écoute, à la pub, on prend tout de suite le téléphone, on le fait, mais on le fait en one shot. Elle a envoyé ça. Et puis, je me souviens de toute ma vie, j'étais en formation avec le groupe Adecco. Il y a la pause, je vois Aurore qui m'appelle 2 fois, 3 fois. Je décroche et elle me dit on a été présélectionné. Je me dis impossible. Je me dis mais c'est pas possible, Aurore. Et parce qu'il y a beaucoup de candidatures sur Pékin. Et finalement, le destin a fait qu'on a été retenu. Et ça s'est passé comment un petit peu Donc sur un coup de... Donc elle est aventurière dans l'âme peut-être? Ah non, pas du tout. Ok. Elle est tout sauf aventurière. Aurore, c'est vraiment... elle est toute douce, elle est élégante, raffinée, mais elle n'est pas aventurière. Et du coup, mais elle avait ce besoin de se prouver un truc je sais pas. En fait, quand on a creusé pendant le casting, on a compris pourquoi on faisait ça. Ok. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir des parcours professionnels intéressants, riches. Et je crois qu'on a pris l'ascenseur social aussi, j'en suis même sûr. Et je crois qu'on a la nostalgie de ce qu'on a été aussi. C'est-à-dire que ces plaisirs simples, ces bonheurs simples, la simplicité des relations, retrouver ça, là où on vit dans un monde où parfois ça peut être un peu superficiel. On a réalisé pendant le casting, et c'est ce que creusent les équipes, qu'en fait on avait besoin de ça et que ça nous manquait profondément. Et ça s'est passé comment, les étapes de... Alors on a eu un premier casting où on a été présélectionné, ensuite on a de nouveau été sélectionné, on passe devant les médecins, on fait des tests et on fait un ultime casting dans lequel on doit se présenter, puis on devait faire une petite scénette, un petit truc. Et à la fin, on sait si on est retenu ou pas. Et t'avais pas peur de la télé? Enfin, de te dire... Non, parce que généralement, j'ai pas peur du jugement. Okay. C'est-à-dire que... C'est quelque chose sur lequel tu as travaillé ou c'est quelque chose que tu as toujours eu? Moi, je pense que l'âge aide beaucoup quand même. Je crois que... Non, mais après, par nature, j'ai pas peur de grand-chose. Et je me dis, non, après tout, c'est une super expérience. Moi, je trouvais ça génial de dire, vivons des expériences. La vie, elle est faite pour ça, quoi. Et donc, t'es parti du coup faire le programme. Vous avez traversé quel pays? C'était Ouganda, Éthiopie. Ensuite, il y a eu la Covid. Donc on est rentré en France et on a été je crois que c'était la première équipe de tournage itinérante à reprendre un tournage par la Grèce et la Turquie. Et c'est quoi les leçons que t'en tires des personnes que tu as rencontrées sur place? T'as des anecdotes à nous partager un petit peu? Il y a des moments extraordinaires. C'est-à-dire que les gens se souviennent évidemment du fait que j'ai été particulièrement éméché une soirée. Moi, je bois jamais d'alcool, mais vraiment, je bois jamais d'alcool. On se retrouve dans une soirée en Grèce. Il y a un monsieur, mais avec un cœur énorme, qui nous accueille. Il nous donne à manger, etc. Et puis à la fin, il me donne une bouteille d'eau de vie ou je sais pas quoi, il le fait lui-même. Et je peux pas refuser. En fait, je peux pas, je me sens tellement mal de refuser alors que je bois vraiment jamais rien.
Et puis, je sais pas si c'est normal, mais un verre en appelant un autre parce qu'il a voulu me faire plaisir, ben, je me suis retrouvé en fait. Et du coup, les caméras te filmaient pendant. Ah ouais, là, ils se sont régalés, je crois. Ouais, ils se sont régalés. Donc, ça, c'était un moment incroyable. Il y en a eu plein des Qui a moments marqué les incroyables. téléspectateurs, peut-être. Ah ouais, là, pour le coup, je pense que. Les gens te parlaient de ça dans. Ouais. Tu te faisais arrêter après le programme? Ouais. Encore maintenant. Ok. Parce que là, maintenant. c'était il y a quoi? Il y a 4-5 ans? 4-5 ans, ouais. Après, on a retourné entre-temps certaines choses, puis on a fait un tournage aussi récemment en septembre de l'année dernière. Ok, qui est pas encore diffusé. Qui va être diffusé là bientôt. Et du coup, vous êtes reparti. On est reparti en deuxième partie de soirée. Ok. Pareil, après, en fait, Pékin, dès que tu le fais une fois, c'est hyper addictif. Ouais. Et c'est quoi justement cette addiction? Elle se caractérise. Enfin, qu'est-ce qui te donne envie de te dire j'ai envie d'y retourner? Parce que t'es quand même filmé tout le temps, donc est-ce que ça reste quand même naturel? T'es très proche des gens? Ouais. Déjà, moi, j'oublie les caméras complets. Du fait parce qu'il y a quelqu'un qui est avec vous. Ah ouais, t'as un caméraman avec vraiment une caméra. Ou alors ça devient ton pote peut-être. C'est aussi, ça devient des potes, mais en fait, tu les oublies complets. Mais il y a une telle aventure humaine. Moi, je me souviens en Ouganda, on est accueillis, ils savent pas quoi manger. Hein. Vraiment, je sais pas si c'est une mentalité ou si c'est une générosité naturelle de la personne, mais en fait, elle savait pas quoi manger. Par contre, elle a tout fait pour nous trouver à manger le soir. Et elle sait pas ce qu'elle va bouffer le lendemain. En revanche, elle fait tout pour que tu puisses manger le soir. Et en fait, des gens comme ça, incroyables, on en a rencontré plein, quoi. Je me dis, qui ici pourrait m'accueillir chez lui et me donner à manger, quoi. Je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. Tu penses que dans les sociétés actuellement plus occidentales, c'est pas des choses qu'on retrouverait? Ouais, je suis sûr de ça. Je suis sûr, en tout cas, que la probabilité ou la chance d'avoir des gens aussi accueillants et des choses aussi généreuses que ça, c'est plus difficile. Je dis pas qu'on le trouve pas, heureusement, on en trouve encore. Pour toi, pourquoi on est moins accueillant, moins tourné vers les autres maintenant que dans ces pays qui sont à je ne sais pas combien de milliers de Moi, je me kilomètres demande quand même si l'inconfort n'est pas plus apprenant que le confort. Ouais, et t'as tiré des leçons par rapport à ça? Ah oui, évidemment. Je pense que l'inconfort, le manque, c'est un accélérateur de plein de choses. Et du coup, pour faire le parallèle avec la vie professionnelle, tu as été dans l'inconfort plus jeune au niveau professionnel où tu avais du mal et c'est ça qui t'a donné, tu t'as parlé d'ascenseur social. Ouais. Bon. C'est ça qui t'a donné la niaque, enfin t'avais cette niaque au fond de toi? Ouais, toujours. Okay. En fait, je trouvais justement, moi je trouvais que c'était une grande injustice. Moi je comprenais pas pourquoi certains pouvaient faire de grandes études et pas moi. T'as vraiment ressenti ça? Ah ouais, terriblement. Parce qu'il y a des portes qui se sont fermées à toi? Oui, et puis en fait, déjà il y a des portes qui se sont fermées. Moi je venais d'un QPV à côté de Lens qui était réputé pour être très chaud. Et puis aussi la condition sociale de mes parents. En fait, il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est une espèce de soumission sociale naturelle. Il y a quelqu'un qui avait évoqué ça, c'était Bernard Tapie, qui disait en fait, naturellement, on va se soumettre au médecin. Bonjour docteur. En fait, il y a une forme de soumission sociale qui est très forte, qui est lancinante, qu'on ne conscientise pas toujours. Et ça, moi, ça a été un moteur parce que j'ai jamais trouvé ça très juste. On a tous de la valeur, en fait. Et maintenant que tu as réussi, que tu as monté les échelons petit à petit, tu as aussi certainement un plus grand pouvoir d'achat. Je me souviens qu'on avait une discussion un jour où tu me disais que tu avais aussi d'autres amis qui avaient très bien réussi, qui avaient réussi à s'offrir une belle voiture, etc. Et finalement, quand ils ont les choses matérielles, tu te rends compte que ça a plus d'importance. C'est quoi pour toi les leçons que tu as tirées, le fait de te dire maintenant je peux me permettre ça et en fait tu le trouves où ton bonheur? En fait je crois que ça c'est une chimère, le fait de courir toujours après, parce qu'après c'est toujours plus, c'est une espèce d'engrenage. Il y a une phrase qui m'a toujours suivi, c'est à force de vouloir posséder les objets, c'est les objets qui te possèdent. Et en fait ce qui est dingue c'est que moi j'ai assouvi des désirs plus coûteux certainement coûteux évidemment à bien des égards. Mais c'est toujours les mêmes petits plaisirs qui me rendent heureux. Tu as des exemples de choses très grosses que tu as pu, si tu peux nous en partager, et au contraire, les petits trucs peut-être du quotidien qui te donnent du plaisir? Je me suis acheté une jolie voiture, qui était une voiture qui me faisait rêver, que je cache en plus secrètement. Tu vois, c'est un truc que j'ai pas. Je me dis, je le montre pas. Par exemple, sur les réseaux, on verra jamais ça, etc. C'est un truc pour moi, c'est juste pour moi. Quand je l'ai acheté, j'étais très heureux parce que j'avais l'impression d'assouvir le désir et puis d'avoir ce sentiment de revanche sociale. Et puis, en fait, je me rends compte avec le temps que c'est pas ce qui me rend le plus heureux. Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est un truc tout bête. Vraiment, ça va te faire sourire. Mais quand j'étais gamin, je galérais toujours à trouver des chaussettes. C'est-à-dire que j'allais dans le meuble, il n'y avait jamais une chaussette pareille, il fallait trouver, machin. Et ça me rendait malade. Vraiment, je pétais les plombs. Je me souviens, la commode, le tiroir, il venait avec aussi en même temps. Vraiment, ça me rendait fou. Et aujourd'hui, c'est con ce que je veux dire.
Mais je vais dans le dressing, je tire le truc, je prends la paire de chaussettes, tout est coordonné, ça me rend heureux. Avoir un nouveau pyjama tout neuf avec des belles pantoufles, tu te sens bien, tu sens bon le savon, ça me rend heureux. Le dimanche matin, prendre le temps de prendre son petit déj avec une baguette et de la confiture, ça me rend heureux. Et enfin, j'ai l'impression en ce moment, notamment tu es sur les réseaux sociaux aussi, qu'il y a une course à la réussite ou une course. Enfin, j'ai l'impression qu'on vient vraiment de plus en plus dans une société à la fois dans la consommation mais aussi dans la possession. Enfin, toi, tu dirais quoi? Parce que je pense que tu veux posséder jusqu'à ce que tu n'aies pas. Ouais. Et quand tu as quelque chose, tu te dis ah, mais en fait, ça me rend pas forcément plus heureux. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être dire aux gens, mais travaille sur ton bonheur? Ou est-ce que tu penses que chacun a sa vision du bonheur différent, ou au final tous les gens qui vont se mettre à posséder vont se dire ah bah en fait c'est pas ça qui va me rendre plus heureux. Ouais, Je sais pas si tu m'as suivi, ouais, mais- j'ai compris. En fait, déjà, je trouve que la réussite sur les réseaux, elle est très marketée. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde a besoin de marketer ça. Moi, je trouve que, en fait, le premier levier de bonheur, c'est de demeurer en soi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être très introspectif et se comprendre. C'est ça, en fait, le bonheur. Et du coup, c'est dire, ok, si je me suis compris, fondamentalement, je dois prendre conscience de ce qui me rend fondamentalement heureux. Et moi, c'est facile de dire ça aujourd'hui, parce que moi, j'ai assouvi certains de mes désirs. T'as été voir une psychologue aussi pour t'aider, ou c'est de la réflexion par Non, toi-même? c'était vraiment une réflexion de moi. Ok. Ouais. Et puis, ce chemin de vie, je l'ai fait. Alors, peut-être que quand j'étais plus jeune, certains auraient pu me dire ça. Je dis, ouais, mais bon, vous êtes gentil, mais vous avez assouvi ça. Mais en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en effet, je pense que c'est une course, c'est une fuite en avant, ça. Et c'est une fuite en avant qui ne rendra jamais heureux. Le fait de posséder des choses et de... Oui. ouais. Après, bien sûr, je peux pas dire l'argent, c'est utile, mais c'est pas important. Ah, c'est beau ça. L'argent est utile, mais c'est pas important. Et pour revenir un petit peu du coup sur... donc on revient, j'avance petit à petit dans les étapes de ta vie. Il y a l'accident, donc tu es à Pékin Express, l'accident c'était dans quel pays? C'était C'était première en partie Turquie. Donc c'était à la fin Ouais. du tournage? On était qualifiés pour le 7e ou 8e épisode. Ok, parce que c'est combien au total? C'est combien d'épisodes? C'est une dizaine? Non, pour moi, C'est 10 ouais, épisodes c'est 10, et ouais. d'ailleurs on avait toutes les amulettes du jeu. Ok. Puis il y a eu plein de concours circonstances. Quand je te parle de ça, je revois des scènes. Par exemple, on parlait de l'argent. Juste, je reviens là-dessus parce que c'est un truc, ça me parle. Il y a un gars, il nous prend 2 heures en voiture. Ouais. Ils étaient 2 heures en voiture, c'était un sketch, ce truc, c'était formidable. Donc là, t'étais en Turquie? J'étais en Turquie, Ok. la voiture, elle tombe en panne. Ok. Et je crois que c'est la transmission qui lâche. C'est une vieille voiture. Hein. Et puis... Vous avez que des galères, quoi. Que des galères. Là, c'était une journée horrible. Je me suis dit, ça va finir, c'est sûr. On se le disait avec Aurore en plus. Et en fait, le caméraman me dit, putain, Jonathan, vous êtes premier de la course, reprenez une voiture, quoi. En tout cas, vous êtes bien placé, reprenez une voiture, avancez. Parce qu'il faut gagner. Puis en fait, on avait vraiment toutes les amulettes du jeu. Donc à la fin, tu peux même gagner 100 000 euros. Et moi, je lui ai dit, moi, je ne reprends pas de voiture. Ça fait 2 heures que le mec est en train de nous amener. Je vais rester ici et je vais le réparer avec lui. Et ça, les gens, ça les avait marqués dans les épisodes. Mais en fait, il n'y a rien qui peut acheter les valeurs ou trahir les valeurs, quoi. Et ça, c'est de l'alignement et c'est savoir qui on est fondamentalement. Et tu aurais pu me laisser 10 millions, j'aurais réparé la voiture. Et justement, c'est quoi tes valeurs? Moi, j'ai des valeurs de famille, Oui. de respect. Moi, un truc qui compte pour moi, c'est que je dis toujours ça aux collaborateurs, c'est tout le monde a de la valeur. On a tous une valeur qui est la même. Ça, c'est Eric Berne qui parle de ça dans la PAE. On a tous de la valeur. Et c'est pas parce que moi, demain, je suis manager ou dirigeant de la boîte et qu'il y a un collaborateur premier niveau que j'ai plus de valeur que lui. T'as l'impression qu'il y a des personnes qui visualisent pas leurs valeurs? Ouais, je pense que certains visualisent pas leur valeur. Moi, j'ai fait par exemple j'ai fait les jurys sur des écoles de la deuxième chance. Ça m'a bouleversé. J'ai posé la question à des jeunes qui ont 16, 17 ans. T'as des rêves? Non, j'ai pas de rêve. À 17 ans, on n'a pas le droit de pas rêver. Et c'est juste qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir rêver à 17 ans. Et avec, du coup, avec les jurys le jury de la deuxième chance, tu as vu des parcours de vie qui se sont développés, des gens qui se sont mis à rêver? Oui, t'en vois après qui grandissent. Parce que moi, je crois qu'au fond, la graine de la réussite, elle est en chacun de nous. Mais Tu penses qu'on a un parcours de vie défini? Genre, tracé, une ouais. forme de destinée. Ouais. Tu viens sur Terre pour quelque chose? Alors, les psychanalystes disent que le hasard n'existe pas. Mais après, ça dépend de nos croyances. Moi, je suis convaincu que je dois avoir de l'impact sur ça. En fait, tu vois, il y a un truc, quand tu me dis ça, tu m'évoques l'accident, il y a eu un déclic. En fait, depuis l'accident, je me suis dit, je dois me préparer à mourir. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis encore jeune, j'ai 40 ans, mais
En fait, pourquoi je me suis dit ça? Parce que je crois que beaucoup de gens, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie, si je suis sur mon lit de mort, j'ai pas envie de résister, j'ai envie d'accueillir la mort avec une forme de sérénité. Parce que quand je vais faire le flashback de ce que j'ai fait dans cette vie, bah, ça aura été une vie d'impact. Parce que j'ai été tourné vers les autres, parce que je les ai aimés, parce que j'ai rendu service, parce qu'en fait, j'ai pas été auto-centré en fait, dans cette vie. Et je crois qu'une vie, c'est fait pour ça. Et c'est comme ça qu'on est riche d'une vie, je crois. Ça a quelle place pour toi, l'amour dans ta vie? L'amour. Ah, c'est extraordinaire, l'amour. Parce que du coup, est-ce que pour toi, l'amour, c'est que auprès de ta famille? Enfin, comment ça se caractérise? Non, l'amour, c'est universel. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a l'amour de ses proches, il y a l'amour de sa famille, il y a l'amour que j'ai pour mon fils Achille. Tout ça, c'est puissant. Mais pour moi, l'amour, c'est ce qu'on doit à son prochain en permanence. C'est-à-dire que, en ce moment, je commence à rédiger une théorie managériale sur l'amour. Parce que je pense que quand on dirige une boîte, quand on manage des gens, ou même dans son quotidien, on doit profondément aimer les autres. Est-ce que pour toi, l'entreprise, c'est une famille? On dit souvent, ici, est-ce que ça se passe comment chez Vitamine? Qu'est-ce qu'une famille? Est-ce que c'est juste des liens de sang? Moi, je crois pas. Je pense que c'est aussi ce qu'on fait, des relations avec les gens. On a tous autour de nous des gens qui n'ont pas un lien de sang, mais qu'on considère comme une famille. Et si je devais être extrapoler l'analogie, finalement, on a tous un lien très fort qui nous unit. Donc, Vitamine, c'est une grande famille, ouais, tournée autour d'un objectif commun. Et quand on dit la famille, c'est les salariés en parcours, c'est les collaborateurs qui bossent. Et c'est surtout, en fait, c'est ce que je dis souvent, j'ai dit ça au CODIR de fin d'année, c'est on a un lien invisible qui nous unit. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez Vitamine T par hasard. Et le fait d'avoir cette notion d'argent, parce qu'il faut que ce soit une société rentable, ça vient pas un peu impacter le côté familial? Non, moi j'y crois pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avantage c'est que c'est une boîte qui est très honnête et très claire sur les choses. C'est 1 euro gagné, 1 euro réinvesti pour permettre à des hommes et des femmes de changer de destin. Qui fait ça? Oui, c'est parce que c'est Vitamine qui est comme ça. Mais pour toi, est-ce que toute la société peut devenir comme ça? On pourrait. Mais après, je trouve que c'est important aussi la différence. Moi, je ne jette pas la pierre aux boîtes Parce qu'en fait, d'ailleurs, on peut avoir un échange sur la sémantique d'une entreprise. Finalement, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, elles ont de l'impact social. Oui. Parce qu'elles cotisent, parce qu'elles payent des charges, parce qu'elles participent à une dynamique et qu'on vit quand même dans un pays qui a quand même la notion de l'aide de l'autre et de répartition, etc. Oui. Donc en fait, toutes les boîtes, elles aident. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui pourraient faire un peu plus. C'est juste ça. Et moi, je crois plutôt à la théorie des petits changements, et pas des bouleversements. C'est-à-dire que si tous ont changé un petit truc, bon, bah, évidemment, ce serait beaucoup mieux. Ouais. Avant d'arriver concrètement et de se plonger dans ce qu'est Vitamine, pour finir sur l'accident, donc c'est un moment qui est, j'imagine, forcément traumatisant. Du coup, l'émission, elle s'arrête. C'est quoi les leçons de vie que du coup tu tires de ça? Donc, tu te mets à anticiper la mort. Ouais. C'est un mot assez dur, je trouve, je ne sais pas pourquoi. Et comment ça s'est passé pour Aurore? Elle a eu des leçons de vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Bah, en fait, oui, il y a eu des leçons de vie, évidemment. Ouais. Il y a eu des peurs, mais ça sert à ça aussi, en fait, les épreuves. C'est de dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? Ça vous a renforcé, tu penses? Ouais, évidemment. Ouais. Parce que tu la connais depuis combien de temps? Ça va faire 12 ans l'année prochaine. Okay. Ouais. Tu l'avais rencontrée comment? C'était une amie. Ah, c'est beau. Souvent, l'amour est tout proche. Hein. Ouais. C'est comme les bons collaborateurs, ils sont souvent tout proches et on ne les voit pas. Et en fait, moi, je crois qu'en fait, je me suis battu pour réussir jusqu'à mes... c'était 37 ans à peu près. Et après l'accident, je me suis dit, en fait, putain, mais tu t'es planté, Jonathan. En fait, ma volonté, c'est, au fond, je me suis trompé. Je ne me suis pas menti, je me suis trompé. Je ne devais pas réussir, je devais me réaliser. Et je pense que c'est très différent. Tu peux nous expliquer pour toi, c'est quoi la différence? En fait, la réussite, pour moi, c'était la réussite professionnelle, la réussite sociale. Ça, pour toi, ça s'est coché. Et en fait, je me suis dit, c'est ce que j'ai cherché longtemps, en fait. Ouais, en fait, de cocher des cases et te dire ça, okay, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu te disais qu'en faisant ça, tu seras heureux? Ouais, c'était en tout cas, je me dis, il faut que j'assouvisse mon désir de revanche sociale parce que c'était nécessaire. C'était un chemin où je me dis, dans ma to-do list, il faudrait que je le fasse. Parce qu'en fait, ça a déclenché plein de choses parce que ma réussite professionnelle m'a permis de donner des cours à la fac, elle m'a permis d'ouvrir des portes, etc. Donc, ok, et en fait, qu'est-ce que j'y ai trouvé après? Ou ça sert à quoi tout ça au fond? Si ce n'est à moi-même, à mon ego, ça n'a pas véritablement participé à mon bonheur. En revanche, ça a fortement participé à mon chemin de vie. Et ça a participé au fait qu'aujourd'hui, je puisse me réaliser, sans pour autant courir juste après la réussite. Et du coup, là, tu te réalises comment? Je me réalise en ayant une boîte dans laquelle
la pyramide des valeurs est majoritairement alignée à ma pyramide des valeurs et où le sens d'une vie, comme j'ai pu te l'évoquer, au sens de quel impact j'aurai dans cette vie et est-ce que demain, si je dois mourir, je me dis qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai été utile au fond pour l'humanité, mais à ma petite échelle, cette boîte, elle le fait depuis 40 ans. Depuis tout à l'heure, on parle de vitamines sans dire concrètement ce qu'est vitamine. Tu peux présenter ce qu'est vitamine rapidement? Alors, vitamine, c'est le premier groupe d'insertion en France. C'est un groupe qui a été créé en 1978, qui est basé à Léquin et qui n'a qu'un seul objectif, c'est de changer le destin d'hommes et de femmes par le travail. Et pourquoi ça s'appelle vitamine? Souvent, j'aime bien expliquer ça. C'est qu'en fait, en 78, ils ont commencé, un petit peu avant, ils ont commencé à presser des oranges auprès de jeunes qui étaient éloignés de l'emploi, en fait. C'est les jeunes qui étaient essentiellement la cible. Et en échange d'un jus d'orange, ils filaient leur CV. Okay. Et du coup, la vitamine, elle est restée, évidemment, et le T pour travail. Parce qu'au fond, ce dont on croit, c'est que la notion de travail, c'est un accélérateur à la notion de citoyenneté. Et puis, le travail, il y a il y a une forme d'empowerment dans le travail aussi. De se faire confiance, de prendre conscience de ses qualités, de ses capacités. Et tu t'épanouis à travailler. Donc, Vitamine T, c'est ça. Aujourd'hui, c'est 33 filiales. Qui n'ont qu'un objectif, c'est changer le destin d'hommes et de femmes. Donc c'est majoritairement des gens en réinsertion et c'était pas le terme réinsertion que tu voulais parce que réinsertion j'ai l'impression que c'est que j'ai l'impression que c'est que des personnes qui réinsertion c'est que pour le côté pénitentiaire. Ouais, en fait insertion c'est plus large que ça, mais c'est vrai que dans l'inconscient général quand on dit insertion ou réinsertion, l'insertion c'est très large. Aujourd'hui on parle d'inclusion plus largement. Et au fond, en effet, c'est des gens qui… Alors, il y a plein de critères. Ça va être des jeunes de quartiers prioritaires de la ville, des moins de 26 ans, des personnes touchées par le handicap. Aujourd'hui, il y a une vraie actualité autour des bénéficiaires du RSA. Ça, c'est des gens qui sont en critères prioritaires. Ça va être des travailleurs étrangers. Les critères, ils sont très larges. Mais effectivement, tous nos salariés, sans exception, finalement, répondent aux critères d'insertion. Tu as des parcours de vie de personnes que tu peux partager qui t'ont marqué ? Parce que du coup, tu travailles directement avec les personnes en inclusion ou pas forcément? Oui. En fait, il y a différentes structures. En fait, les structures, elles sont adaptées aussi aux problématiques des salariés. Certaines structures vont adresser des publics, des salariés qui seront en parcours avec des problématiques très dures. Moi, dans une des structures que je gère, Janus, qui est une entreprise de travail temporaire d'insertion, on est dans le dernier kilomètre vers l'emploi. Okay. Et je peux te partager une belle histoire que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui m'appelle et qui me dit je voulais juste vous dire merci. Je dis mais pourquoi vous voulez me dire merci? Elle me dit en fait, il y a quelques années en arrière, mes parents m'ont mis dehors. Et Janus Roubaix, c'était Janus Roubaix, m'a trouvé un logement d'urgence et m'a trouvé un emploi. Et depuis quelques jours, je suis officiellement avocate. Je me dis, je me dis, on n'a pas souvent des avocats quand même, mais on a des parcours exceptionnels. Et là, j'ai trouvé ça très beau. Puis en fait, ce que j'ai trouvé beau, on parlait de gratitude tout à l'heure, c'est juste ce réflexe de dire, je vais les appeler pour leur dire merci. Et d'ailleurs, je disais ça dans mes vœux en 2023, dire merci aux gens, c'est presque dire qu'on les aime. C'est très beau. Et pour toi, on est dans une société qui manque de gratitude? Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la développer au quotidien? C'est pas grand-chose. D'ailleurs, moi, je trouve aussi, c'est ce qui manque aussi à certains managers. Il y a des managers qui ont plutôt tendance à dire ce qui va pas. Mais c'est dur. D'ailleurs, je faisais ça avec les étudiants. Je faisais le jeu des cadeaux. C'est-à-dire que je dis, vous allez trouver quelqu'un et vous allez lui faire un cadeau en la regardant dans les yeux. Et voir un collaborateur, il dit, merci beaucoup pour l'impact que tu as eu. C'est extraordinaire ce que tu as fait pour la boîte. Merci du fond du cœur. C'est très dur à faire. Tu penses que les managers… Tout le monde peut être manager selon toi? Je dirais non. Ouais. Non, je dirais non. Je pense qu'il faut avoir quand même des qualités humaines pour manager les gens, au fond. Et je crois que les excellents managers, il n'y en a pas beaucoup. Et pour être un excellent manager, il faut profondément aimer les gens. C'est ça pour toi, un excellent manager? Ouais. Le point de départ, c'est profondément aimer les gens. Parce que c'est ce que je disais aux étudiants, moi, tout le temps. Je dis, il faut aimer les gens vraiment. Parce que c'est pas facile d'aimer les gens. Parfois, il faut dire, il faut faire un effort parce qu'il y a des gens qui nous ressemblent pas, il y a des vraies différences, il peut y avoir des dualités. Je dis, non, mais en fait, tu te débrouilles, Jonathan, débrouille-toi pour l'aimer. Mais du coup, tu penses qu'on est une société qui manque d'amour? Ou c'est… Je trouve que ça manque de gratitude, ça manque d'amour, évidemment. Parce que tu vas avoir, on a quand même beaucoup de managers en France, parce que tu es obligé, on est dans des structures encore beaucoup pyramidales, où tu as beaucoup de personnes. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être… parce que tu as beaucoup de personnes, petit à petit, tu dis, tiens, ça fait peut-être 2-3 ans, on va te mettre manager. Peut-être il faudrait déconstruire ce mythe de se dire, le manager, c'est forcément quelque chose de top, alors qu'au final… Ouais, et puis je pense que quand même, ce qui reste dans l'inconscient collectif, c'est de dire, il a été bon à son poste, donc il passe manager. Mais peut-être que celui qui est moins bon à son poste, il y a plus d'aptitude au fait de devenir manager.
manager et il serait un excellent Et c'est manager. pas pour ça que l'un est... Évidemment, et on a tous des parcours différents et notre destinée, les destinées, elles sont multiples. Je crois que ça, il faut le déconstruire en effet. Je pense que parfois aussi, on attend l'expérience pour pouvoir manager. Je crois que c'est une connerie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très jeunes et qui ont des aptitudes sans doute très fortes à pouvoir manager parce qu'ils ont peut-être ce terreau fertile, originel pour manager. Moi, je dis, de toute façon, quoi qu'on apprenne, et y compris dans le management, c'est un peu comme le discours de la méthode là, de Descartes, c'est si on a une terre fertile, il peut se passer plein de choses extraordinaires. Donc, il y a des gens qui sont très jeunes et qui sont sans doute d'excellents managers. Et puis, il y en a qui sont là depuis des années, qui sont un peu les Chuck Norris du management. Ils ont tout vu, ils sont nés avant leur père. Et au fond, ce n'est pas des bons managers. Il faut aimer les gens, vraiment. Et le jour où moi, je les aimerais plus, j'arrêterai ce job. C'est quoi ta mission de vie? Ma mission de vie, je dirais que… Ouais, c'est une bonne question, ça. Il n'y a pas longtemps, je parlais de profession de foi, tu vois. Oui. J'ai dit, c'est quoi notre profession de foi? Interrogez-vous sur votre profession de foi. En fait, au fond de moi, j'ai toujours été très inspiré, par exemple, par un mec comme Gandhi. Je ne devrais pas dire un mec, mais c'est pas très respectueux. Ouais, il m'en voudra pas. Mais en fait, je me dis, comment un individu peut avoir un tel impact? Et j'ai toujours eu ce désir profond, mais je ne l'ai jamais vraiment dit, parce que je trouve que ça fait un peu démago de me dire, ok, comment tu peux faire toi pour avoir vraiment un impact de dingue qui va rester et qui va te survivre? Aujourd'hui, j'aurai un impact et une transmission avec Achille, c'est génial. Mais finalement, on a tous un petit impact à avoir dans l'humanité qui est la nôtre, dans l'humanité collective. Mais moi, je voudrais faire plus. Et tu penses que c'est avec Vitamine que tu… Déjà, avec Vitamine, on fait pas mal, ouais. Mais tu as des ambitions très concrètes quand tu dis je veux faire plus, il y a des choses où tu te sens attiré, tu dis il faut que je fasse ça parce que c'est quoi concrètement le plus? Tu l'as déjà matérialisé dans ta tête? Ouais, alors tu vois, là on parle du management. Oui. C'est-à-dire que longtemps j'ai donné des cours à la fac parce que je trouvais qu'il fallait, c'est terrible, prêcher la bonne parole. Moi j'ai presque une notion très sacrificielle dans ce que je fais. C'est-à-dire que l'intérêt général prime avant tout. Et tu l'as creusé pourquoi? Pourquoi tu ressens ça? Je l'ai creusé il n'y a pas si longtemps en fait. Et je me suis dit, parce que c'est pas toujours facile de diriger une boîte, c'est dur, c'est éprouvant. Et je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Et vraiment, ça m'a bouleversé, même en t'en parlant, tu vois, ça m'émeut parce que je me dis, mais c'est parce que j'aime les gens que je fais ça. Et parce que j'ai envie que les gens y soient meilleurs. Et j'ai envie que les gens se disent, en fait, là, tu vois, un truc que j'aimerais faire concrètement, j'ai pas le temps pour l'instant, mais cette théorie du management et de l'amour, j'ai envie de la déployer et de prêcher la bonne parole partout et de dire, mais aimez-les les gens en fait, juste aimez-les. Et c'est pas incompatible avec la performance, au contraire, parce que plus ils seront aimés, plus ils seront reconnus, plus ils se sentiront dans une forme d'empowerment et ils vont créer de l'énergie et la boîte, en créant de l'énergie, elle crée de la valeur. Et en fait, c'est très interconnecté tout ça. Et je me dis, ça, il faudrait que beaucoup plus l'appliquent et en prennent conscience. C'est quoi, tu parlais d'Achille tout à l'heure, tu as appris des leçons d'étant papa? Ah ouais, d'ailleurs, mes collaborateurs me disent que j'ai changé depuis que je suis papa, que je suis un peu plus patient, parce que normalement, j'étais pas très patient. Ouais, j'apprends plein de choses. En fait, un enfant, c'est une grande leçon de philosophie. C'est-à-dire que un enfant, c'est l'art de la contemplation. C'est-à-dire que Achille, il peut regarder une mouche pendant 1 minute 30, il va trouver ça extraordinaire. Et il y a une forme de gratitude aussi dans l'environnement, quoi. Et en fait, je me dis, waouh, mais je crois qu'au fond, moi, je parle souvent à mon enfant intérieur. J'essaye d'avoir des discussions avec l'enfant que j'étais. Et je me dis, si on reconnecte beaucoup plus avec l'enfant, je pense que ça peut être un raccourci vers le bonheur et l'équilibre. Et là, voir Achille comme ça, moi, ça m'a forcé à me reconnecter un peu plus avec l'enfant que j'étais et à dire, en fait, ton fils, c'est une vraie leçon de vie, quoi. Et tous les jours, quand je le regarde, je me dis, il faut que je prenne un peu d'Achille, quoi. En fait, il est bien meilleur que moi. Parce que c'est ce que je te disais un peu comme le discours de la méthode de Descartes. Il est pur. Lui, il n'y a aucun vice, en fait. Il aime tout le monde, il veut faire des bisous à tout le monde. Pour lui, la vie, elle est extraordinaire. Si je pouvais avoir 10% d'Achille, je serais… considères que tu les as pas, là? Lui, il est tellement inspirant, Achille, que si j'avais 10%, ce serait juste formidable. Et à l'inverse, tu aimerais laisser quoi? Enfin, à ton fils, tu voudrais lui transmettre quoi? Ce dont on parle de tout à l'heure, j'aimerais qu'il l'ait. Je veux que ce soit quelqu'un d'aimant. S'il pouvait réaliser des choses pour la communauté au sens large, je serais très heureux.
maintenant, quand même, ce que je veux juste pour lui en tant que papa, c'est qu'il soit heureux, quoi, qu'il soit épanoui. Et je crois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça très beau. Il m'a dit ton fils, ça va être un enfant extraordinaire. Je lui dis pourquoi tu dis ça? Il dit parce que il dit, tu lui apportes tellement d'amour, il est tellement aimé cet enfant qu'il peut que devenir extraordinaire. Donc je lui dis il faut que je continue de l'aimer, quoi, c'est ma mission. Très fort, tout le temps, encore plus chaque jour, quoi. Ok, et tout à l'heure je te posais une question juste avant l'épisode à laquelle je t'ai demandé de réfléchir. On parle de conseils, ce que tu veux léguer, etc. Et au contraire, est-ce qu'il y a un mauvais conseil qu'on t'a donné et que tu ne donnerais jamais à ton fils? Alors en fait, c'est pas tant un conseil, mais c'est un truc que je trouve super. C'est que quand on voit, je vais reprendre l'exemple du manager dans l'analogie. Je trouve que les très mauvais managers sont très inspirants. Parce qu'en fait, il faut juste prendre le contre-pied de ces gens-là pour être très bon. Okay. Et en fait, j'ai connu quelques très mauvais managers. Et je me suis dit, tu vois, Jonathan, il ne faut surtout pas devenir comme ça. Donc, si on tourne au niveau global, c'est si jamais à ton fils, c'est lui dire, regarde ce que t'as pas envie ceux à qui tu n'as pas envie de ressembler pour prendre le contre-pied. Après, je pense qu'il faut vraiment, pour Achille, le conseil que je lui donnerais, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est demeurer en soi et trouver le trésor personnel qui est le nôtre. C'est-à-dire que ça, peu de gens le font, en fait. Et l'âge aidant, moi en plus, là j'ai eu 40 ans l'année dernière. T'as fait ton bilan de vie. J'ai l'impression que je suis dans une réflexion constante. Mais ouais, je pense qu'il faut demeurer un peu plus en soi. Il y a beaucoup de gens, j'avais cet échange avec des collaborateurs récemment qui disaient « Oh, la solitude, ça me fait peur ». Non, en fait, à partir du moment où on est bien seul et on est heureux, c'est que peut-être on a une très bonne connaissance de soi. Et c'est pas être égoïste. Parce qu'en fait, si on arrive à faire ça, on est une version 2.0 pour les autres. C'est-à-dire que si moi je suis bien avec moi-même et si j'arrive à demeurer en moi, alors je vais être beaucoup plus inspirant, plus aimant pour les autres parce que je serai plus disposé à les aimer. Et je ne peux pas toujours être dans une dualité profonde. C'est-à-dire que je dois me comprendre, savoir qui je suis. Et une fois que je suis bien aligné avec tout ça, forcément, je suis beaucoup plus disposé à aimer les autres et à être bon autour de moi. Et c'est quoi pour toi qui manque actuellement à la société pour arriver à ce gap-là, de se dire « j'ai pas peur de la solitude, je suis prête à accueillir l'amour ». Qu'est-ce qui… Ça, c'est pas facile parce qu'il y a de l'éducation, il y a les parents et la société. Tu parlais tout à l'heure aussi des influences qui sont multiples. Je pense qu'un peu de déconnexion, ça fait pas de mal aussi de temps en temps. Ouais, un peu. Je crois que c'est bien aussi de déconnecter, de se concentrer sur soi. Et puis, moi, Achille, un truc que je fais avec lui, c'est que il faut qu'il sache s'ennuyer. Pourquoi? Parce que s'il sait s'ennuyer, il sait développer son esprit, il sait développer de nouvelles idées et être ingénieux. Et en fait, les gens ont peur de l'ennui aujourd'hui. Ils ont peur des silences. Sauf qu'en fait, ça fait du bien un peu d'ennui, ça fait du bien un peu de silence. Donc en fait, apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à s'ennuyer, ça peut être une bonne leçon. Oui, il faut les laisser et après ils trouvent des solutions à son ennui. Ça, on fait ça avec Achille, avec Aurore, beaucoup. Ouais. Et du coup, vous êtes tous les deux aussi exposés, ça fait un parallèle sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a des trucs positifs parce que c'est encore mal vu, comme tu me disais, parfois par des très grands groupes. Ouais. C'est quoi pour toi l'avenir des… Tu vois, toi, sur ton impact, ça t'apporte quoi les réseaux sociaux? En fait… Parce que du coup, tu t'es fait connaître, tu as à peu près 50 000 abonnés. Ouais. Aurore, c'est 80 000. 80 000, ouais. Ça vous a apporté des trucs positifs dans vos Ah oui, c'est complètement dingue. En fait, de l'amour? Ah oui, nous, on a reçu des vagues d'amour. Honnêtement, les 2-3 messages un peu haineux qu'on ait reçus, je les compte. Enfin, vraiment, ça doit être 2 ou 3, quoi. Ouais. Donc là-dessus, on est chanceux, parce que je pense que d'autres en reçoivent beaucoup plus de malveillants. On a reçu une vague d'amour. Ça, c'est pareil, la sortie. On s'est dit avec Aurore, je revois parfois Aurore pleurer en faisant… Les gens trouvaient notre adresse, nous envoyaient des colis. La naissance d'Achille, on a reçu des cadeaux de partout. Les gens ne nous connaissent pas, mais ils nous aiment. Ouais, c'est fou. Ils te connaissent pas, mais ils t'aiment. Et ça, c'est d'une puissance sans nom, ce truc. Ce que je trouve fou avec toi, c'est que l'amour revient dans absolument tous les sujets qu'on discute, que ce soit l'entreprise, ton enfance, ce qui est logique, mais aussi les réseaux sociaux. Il y a cette notion d'amour qui est un peu le fil rouge, je trouve, de ta vie. Et du coup, ce qui amène certainement beaucoup de bonheur. Ouais, sans en prendre conscience peut-être, mais en fait… C'est ce que ça me fait ressentir, là je me dis à chaud, mais vraiment, en fait, c'est le mot, genre, je trouve, qui t'entoure. Mais tu vois, un truc bête, c'est que moi, si je sors là dans la rue, et quelqu'un va avoir une petite galère, je vais l'aider, en fait, je vais être très heureux de l'aider. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je pense que ça ramène limite plus de bonheur à la personne qui va le donner qu'à la personne qui va recevoir. Mais moi, je pourrais être dans cette notion sacrificielle. C'est la théorie du colibri, je parle de ça parfois avec Mélanie au boulot. Mais en fait, le fait de donner tout le temps, en fait, ça me remplit.
Je trouve ça génial parce que je sais pas, peut-être qu'il y a des, tu sais, dans les sciences de l'infiniment petit, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais peut-être qu'on comprend pas aujourd'hui qu'en fait, en donnant, on reçoit énormément et c'est des choses qui sont pas perceptibles, mais moi, ça me rend heureux. Donc, ouais, en fait, plus je vieillis, plus j'ai envie d'aimer les gens, quoi. Ok, je trouve que c'est une très belle façon de clôturer le podcast. Juste avant, j'ai la question signature. Si tu pouvais, on reparle du Jonathan du début, celui qui a 5 ans. C'est quoi, si tu mettais des petites lunettes, qu'est-ce que tu voudrais dire au Jonathan qui était enfant? Ça, c'est une très belle question. C'est une question que je me suis déjà posée. Moi, je dirais à Jonathan que je suis très fier de lui, qu'il est allé beaucoup plus loin que ce qu'on pensait, qu'il y a une chance incroyable. Qu'il y a une chance incroyable et que je l'aime, en fait. En fait, je l'aime, ce Jonathan-là. L'enfant serait très heureux. Ouais. Ouais, vraiment, ouais, ce serait trop bien. Et on se parle encore de temps en temps, donc il pourra me dire plein d'autres choses plus tard. À l'inverse, si je te donnais des lunettes pour voir le futur, tu voudrais découvrir quoi? Naturellement, je souhaite longue vie à Vitamine T parce que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. C'est une boîte extraordinaire. J'ai envie de voir grandir mon fils, de passer du temps avec lui, d'être très heureux. Peut-être d'avoir une société un peu plus vertueuse et plus aimante. Au niveau global, tu veux dire? Au niveau global. Et puis, je me vois bien vieillir en sagesse, aimer prendre un café dans un vieux bistrot, écouter les gens parler avec la voix du Nord. Et puis, parce que je trouve qu'en fait, vieillir, c'est très beau et je ne suis pas anxieux à l'idée de vieillir. Super. Tu m'as donné plein de positifs et plein d'amour, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci. Et en fait, 2024, j'ai mis la tête dans tous les problèmes pour me dire justement en 2025, on a toutes les solutions. On a eu la même année, je crois. Ah ouais? Ouais, pareil. C'était dur. On a géré beaucoup de trucs. Tu nous vois bien? Normalement, tout est bon.